Hello hello YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Logic Invest. On va parler aujourd'hui de la marque italienne de luxe Prada. On va un petit peu voir dans cette vidéo pourquoi j'ai envie de l'analyser. Est-ce qu'elle est à un prix intéressant et surtout est-ce que c'est une vraie action de luxe ou est-ce qu'on est vers plutôt du premium comme LVMH ou l'action Kering et surtout est-ce qu'elle est à un bon prix, est-ce qu'elle est à un prix intéressante. On va aller voir ça, on va faire comme d'habitude dans mes analyses d'action. On va retrouver une partie deep dive où on va passer sur GDoc, on va analyser un petit peu ce que fait la boîte, où elle le vend, où elle vend, à qui elle vend, etc. On va aller voir aussi une partie quantitative, regarder un petit peu les chiffres de ce que fait la marque et vous pourrez retrouver tout ça dans la description de la vidéo. Vous allez sur le lien GDoc et vous allez l'analyse de l'action. C'est exactement pareil que sur mes autres analyses, vous avez tout dans les GDoc, c'est complètement gratos. Donc si vous aimez ce travail, si vous aimez la vidéo à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit commentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc on va passer directement sur les piliers historiques de la marque. On a Prada, 113 ans, fondé en 1913 par Mario Prada, c'est la marque mère. Donc il n'y a pas énormément de marques, vous allez voir. Et on a Miu Miu aussi. Miu Miu, c'est fondé en 1993 par Miuccia Prada. Ce n'est pas un rachat, c'est tout simplement créé par notre Miuccia Prada préféré. On a les autres maisons aussi, on a le Church, c'est des chaussures de luxe anglaises, fondées en 1873. On a les Card Shoes, alors là je ne savais pas du tout qu'on a des chaussures de conduite italienne, parce que oui, pour conduire en Italie, il faut des chaussures spéciales. Fondées en 63, ça a été acheté en 2001, et on a Marchesi, c'est de la pâtisserie milanaise de prestige, fondée en 1824, parce que Prada est une marque aussi, enfin italienne, mais surtout basée à Milan, et ça a été acheté en 2014. Donc, et on a aussi Versace qui a été racheté en 2025. Ça a été fondé en 78 par Gianni Versace. Ça a été acheté le 2 décembre 2025. Ça a été racheté à Capri Holding pour environ 1 milliard 250 millions d'euros pour relancer la marque avec l'infrastructure industrielle de Prada. Donc on va être justement attentif un petit peu à ce rachat. On va aller voir un petit peu ce que ça peut donner. Et on va avoir les revenus aussi par marque. Il faut comprendre quand on analyse une action, les revenus par marque et surtout où on peut aller choper de la croissance. Donc on voit que Miu Miu, c'est vraiment la fusée. C'est une marque qui est hyper recherchée en Asie, je ne connaissais pas du tout quand j'ai fait cette analyse. Et c'est ça qui est bien quand on fait des analyses aussi, c'est qu'on apprend pas mal de choses sur les entreprises. On voit qu'on a un revenu d'un milliard 370 millions. C'est en croissance de 93%, vente au détail presque doublé en un an sur 2024. On n'a pas encore les chiffres 2025 qui sortent au mois de mars. Et sur 9 mois de 2025, c'est à plus 41%. La folie continue, même si les volumes sont déjà hauts. Au bout d'un moment, on ne peut pas vendre non plus 93% sur 10 ans de croissance, ce n'est pas possible. Miu Miu, c'est tout simplement devenu la marque la plus tendance du monde, dépassant souvent Prada en désirabilité sur les index de mode. C'est le List Index, donc ça, vous pouvez retrouver ça, c'est pas des conneries. Miu Miu, c'est la marque la plus désirée au monde. Ça, je ne savais pas ça non plus. Je suis bien content de l'apprendre. On a bien évidemment Prada. Donc on voit que Prada c'est 3,5 milliards, on voit que Miu Miu c'est 1,3 milliard. Donc c'est vraiment Prada, le pilier quand même solide. On n'est pas juste sur du Miu Miu, la fusée et Prada un petit peu derrière en termes de revenus. Non, ça reste le pilier solide. On est sur une croissance de 4%. 4% aussi en 2025. Et Prada joue la carte de l'exclusivité, de la hausse des prix plutôt que du volume pur. Donc ça nous traduit quoi? Une vraie comment dire, action, une vraie marque de luxe. Là où Ferrari fait exactement la même chose, on l'a vu, j'ai analysé du Ferrari, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. J'avais dit que Ferrari à 280 euros c'était très intéressant, j'en ai acheté. Et grand bien m'en a fait, on est sur du 315 ou 320, je crois, un truc comme ça. Donc on est plutôt content là-dessus. Et à l'inverse d'LVMH ou de Kering, pour moi ce n'est pas du luxe, c'est plutôt du premium. Donc on est sur les autres marques aussi. Donc là on est par contre sur du 100 à 120 millions, quoi. C'est vraiment peanuts. Voilà, donc Prada numéro 1, Miu Miu numéro 2. Et à voir après Versace aussi, un petit peu ce que va pouvoir apporter la marque. On va justement voir ça sur 2026. Sur 2025, la marque vient juste d'être achetée, donc ça ne sera pas possible. Mais à voir sur 2026 un petit peu comment ils englobent tout ça. Donc on a aussi des autres revenus, on a du royalties, c'est le principe de la licence. On va aller voir un petit peu les deux gros exemples, c'est les parfums. Prada, en fait, ne fabrique pas son parfum. C'est L'Oréal qui a acheté la licence, Prada crée le jus, fabrique les bouteilles, et L'Oréal, pardon, crée le jus, fabrique les bouteilles, et le vend chez Sephora. Chaque bouteille vendue, Prada touche une commission, sans avoir levé le petit doigt pour la fabrication. Donc ça, c'est bien, pourquoi? C'est bien pour augmenter ses marges brutes, parce qu'en fait, Prada touche juste des royalties là-dessus. Le point noir, entre guillemets, qu'on peut avoir là-dessus, que ce soit sur les parfums ou les lunettes, c'est si la qualité n'est pas là. Si la qualité n'est pas là, on a une problématique qui peut faire que la marque soit de
moins bonne qualité, parce que Prada n'a pas les mains dessus, et si jamais L'Oréal fait un parfum, ou surtout des lunettes avec Essilor Luxottica, fait des lunettes entre guillemets un peu cheap, c'est pas bon pour Prada, quoi. Si vous achetez des lunettes à 500 euros, mais que en fait c'est un peu de la merde, ça casse un petit peu le mythe du luxe. Donc faut faire attention là-dessus. C'est un bon point, mais il y a aussi une partie négative. Pourquoi c'est génial pour les finances? Bah parce que quand Prada vend un sac à main, elle doit payer le cuir, etc. Comme on l'a dit, là, les royalties, elle ne fait rien. Donc elle prend juste le cash à la sortie. Donc en résumé, il y a trois piliers de rentrée d'argent. Il y a le retail, donc voilà, ça c'est Prada vend ses sacs dans ses boutiques, etc. Il y a le wholesale, Prada vend ses sacs à main dans les galeries Lafayette. Donc là, c'est pareil, c'est ses produits qu'elle fabrique. Par contre, elle ne les vend pas dans ses propres boutiques. Et il y a les royalties, elle ne fabrique pas, elle ne vend pas dans ses boutiques, mais elle récupère le pognon. On voit qu'il y a une énorme majorité de produits qui se vendent dans ses boutiques. 4 milliards 849 millions sur 2024, on n'a pas les chiffres 2025. On a le wholesale, donc dans les distributeurs, Galeries Lafayette, etc., 9% de croissance, et les royalties, on a 25% de croissance. C'est vraiment des profits purs, et 129 millions. Donc on attend que ce chiffre grossisse énormément, ça serait très très bon pour la marque. Donc voilà, j'ai refait un petit tableau aussi pour expliquer un petit peu. Donc le retail qui augmente bien, le wholesale aussi, et les royalties qui augmente aussi 24%. On a vraiment les trois croissances quasiment à deux chiffres en termes de, enfin les trois segments en termes de croissance quasiment à deux chiffres. Donc ça c'est très intéressant aussi. Maintenant qu'on a dit ça, on va passer tout doucement nous à l'histoire récente. On va aller voir un petit peu, hop, on va remonter en haut. Vous allez voir que ça va aller vite. Non, je me remets en plein écran. Let's go. Donc pour analyser une boîte, moi j'aime bien comprendre un petit peu ce qui s'est passé, notamment sur Prada. C'est une marque détenue par une famille. Donc à l'instar de Ferrari où je connaissais déjà un petit peu l'histoire de Ferrari, je connaissais pas du tout Prada. Donc on va aller voir un petit peu son expansion, acquisition et crise de la dette de 95 à 2005 dans la fin des années 90 sous l'impulsion de Patrizio Bertelli. Prada tente de devenir un conglomérat de luxe rivalisant avec LVMH et Gucci. L'entreprise se lance dans une frénésie d'acquisition coûteuse. Donc on voit en gros quoi, ils ont voulu faire des acquisitions, ça s'est mal passé. On arrive directement à la crise. Entraîne une dette massive de plus d'1 milliard pour éviter la faillite, assainir le bilan. Prada est contraint de faire marche arrière. Il revend ses participations dans Fendi, puis cède Jil Sander et Helmut Lang au milieu des années 2000. Donc ce qui s'est passé, c'est que la marque a voulu grandir trop vite. Ils se sont pris un retour de bâton. Donc ça, c'est intéressant aussi pour le futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la marque va se souvenir de ce qu'elle a fait. Les gérants vont se souvenir un petit peu de ce qui s'est passé et ne vont pas refaire les erreurs du passé. C'est un petit peu, j'espère en tout cas. Donc là-dessus, on est content parce que vous allez voir que c'est une marque qui grandit très très vite. Donc on pourrait avoir un petit peu peur justement d'une expansion rapide et d'une crise derrière. Mais on voit que ça a déjà été le cas. Donc là-dessus, on peut être rassuré. On voit qu'ils ont eu une IPO à Hong Kong. Pourquoi Hong Kong? Parce qu'ils ont une énorme part de leurs revenus en Asie. Donc en fait, ils ne sont pas cotés à la bourse de Milan. Ça va être une action. Enfin, ils ont dans l'idée de ce côté à Milan à voir, parce que ça fait plusieurs temps que je vois cette info passer, plusieurs années d'ailleurs, qu'elle est en train de passer, mais pour l'instant, c'est pas du tout encore le cas. Donc pour moi, en fait, si elle est sous-cotée, on verra justement au point de vue des chiffres, c'est aussi parce qu'elle est cotée à Hong Kong. Donc il y a toute une partie de l'Europe qui connaît le nom Prada, mais personne ne sait qu'elle est cotée quasiment, parce qu'il faut aller chercher ça, quoi. Donc on a aussi un redressement et une digitalisation et une succession de 2017 à 2025. Donc maintenant, après une stagnation des ventes de 2014 à 2017, dû à un retard sur l'e-commerce, une incompréhension initiale de la tendance streetwear sneakers, le groupe engage une profonde restructuration stratégique. Donc ils arrêtent les démarques, les soldes pour protéger l'image de marque, investissement massif dans le digital et relangue de la ligne sportive Linea Rossa. Et il y a une co-direction créative. Miuccia Prada qui a créé Miu Miu recrute le belge Ralph Simon en co-directeur créatif, partageant avec lui les responsabilités de design. Et on a aussi l'explosion de Miu Miu sur la période 2023-2025. Donc là, ce que ça nous dit, c'est quoi? C'est qu'ils n'étaient pas préparés pour le e-commerce, entre guillemets, la digitalisation. Ils se sont pris une belle banane dans la tronche et on va aller voir au niveau aussi du chiffre. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire cette analyse-là, parce que vous allez voir que la boîte a été en décroissance de 2015 à son entrée en bourse quasiment. Enfin 2011, mais on a les chiffres de 2015. De 2015 jusqu'à 2020, il y a une décroissance. Pourquoi? Parce qu'il y avait un gros problème de digitalisation. Et ça, maintenant, on sait pourquoi. Si j'avais juste analysé les chiffres, je ne saurais pas pourquoi. Donc voilà à quoi ça sert vraiment de faire c'est vraiment ces analyses, de passer un petit peu de temps là-dessus. Et ce qui m'intéresse aussi dans
dans l'action, c'est que on a André Guéra qui est arrivé comme CEO en 2023 pour assurer la transition managériale. Une double cotation à la Bourse de Milan reste un projet évoqué par la direction mais non finalisé. Et André Guéra, c'est pas n'importe qui. On va aller voir justement ses faits d'armes. Il a été chez Luxottica, il a été CEO de Luxottica pendant 10 ans. Sous son règne, le cours de l'action a plus que triplé passant de 14 à 40 euros. Le chiffre d'affaires a doublé, la stratégie, c'est lui qui a racheté Oakley en 2007, un coup de maître, et qui a fait exploser la marque Ray-Ban à l'international notamment. Donc il sait comment prendre une entreprise familiale italienne et la transformer en multinationale, industrielle et efficace. Donc très intéressant que André Guéra est arrivé en 2023. On a aussi son petit passage chez LVMH. Il a occupé le poste de CEO Hospitality dans les hôtels. Il a travaillé directement avec Bernard Arnault, il a apporté, et justement, il va apporter chez Prada la rigueur et les standards d'LVMH. Donc ça, on est très très content, enfin moi je suis très content qu'il arrive, et justement, on va regarder attentivement qu'il reste aux commandes. Tant qu'il sera aux commandes, je serai intéressé peut-être pour être actionnaire, on verra au niveau des chiffres. Si par contre ce directeur venait à partir, ça pourrait changer de mon côté. Donc pourquoi je vous dis que ça peut être le Sherpa de luxe, c'est que sa mission officielle c'est de former le fils en fait héritier. Et Guéra, ça va être entre guillemets le professeur qui prépare le futur roi. Et surtout l'intégration de Versace aussi. Et c'est un des rares à savoir gérer les fondateurs à forte personnalité. Il a géré Leonardo Del Vecchio chez Luxottica, un homme très dur. Donc il sert un petit peu de zone tampon entre la famille et le marché boursier. Donc j'ai récapitulé un petit peu les forces de Prada. On a une performance financière exceptionnelle et résilience du groupe. On a une hyper croissance de Miu Miu et on a une acquisition stratégique de Versace. Et les faiblesses, c'est justement un défi du redressement de Versace. Versace qui était qui est quasiment mort en fait, hein. On a un déséquilibre de la croissance interne, on voit que toute la croissance est quasiment sur Miu Miu. Et on a une exposition à la volatilité asiatique pour le marché, la croissance en Asie. Donc on va aller voir un petit peu en répartition des ventes. Et on peut voir qu'en fait, ils sont pas vraiment non plus dépendants de l'Asie, hein. On voit qu'on a 31% en Asie, 34% en Europe, 4% en Moyen-Orient, 12% au Japon. On a quand même une belle croissance aussi au Japon. Et on a les Amériques à seulement 16%. Donc on voit qu'ils sont quand même bien répartis dans le monde sur les 9 premiers mois de 2025. Et il n'y aura vraiment pas que l'Asie qui compte. Donc ça aussi, c'est un truc qu'on aime bien en tant qu'investisseur. Donc j'ai fait une petite note du MOT et comme comme toutes les actions luxe et surtout de vêtements, il n'y a pas une note exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'on oui, on a des actifs intangibles. Prada et Miu Miu possèdent une double infranchissable grâce à leur désirabilité extrême. Et ça leur offre un pricing power absolu. Ça, je suis d'accord. Un avantage de coût, j'ai mis que 2 sur 5. Pourquoi? Parce que Prada ne cherche pas à produire moins cher, mais utilise ses usines pour garantir une qualité et une rapidité incomparables. Donc en fait, ils vont pas produire moins cher parce qu'ils produisent plus, ils vont produire mieux et avoir une grande qualité. Donc c'est un avantage de coût, non, mais j'ai quand même mis 2 sur 5 parce qu'ils cherchent à produire avec une immense qualité. Un effet de réseau, j'ai mis aussi 2 sur 5. Pourquoi? Parce que contrairement à la tech, l'industrie de luxe repose sur l'exclusivité plutôt que l'utilité collective. Une trop grande popularité risque de banaliser le produit et d'en réduire la valeur perçue. Oui et non pour l'effet de réseau, parce que si tout le monde s'arrache Miu Miu et que vous voyez comment dire, des gens sur le net ou autre, des influenceurs avec ces marques-là, ça a quand même un effet de réseau. Donc, on peut pas dire que ça fait partie du mot, mais il y a quand même un 2 sur 5. Coût de changement de présence, non, parce que n'importe qui peut aller acheter des sacs Louis Vuitton s'il a envie, donc il n'y a pas de coût de changement. Et réglementation, marché efficient, non aussi, parce que le luxe ne bénéficie d'aucune protection réglementaire et de monopole naturel. Donc on a une note de mot de 9 sur 25, c'est tout à fait normal comment ça s'appelle? Sur de l'ultra luxe comme Prada. On n'est pas sur une marque comme Ferrari non plus, là où peut y avoir un mode un peu plus important pour moi. Là, on est vraiment sur du luxe, mais il y a quand même il y a quand même de la bagarre à avoir avec les autres positions et les autres marques. Donc là, maintenant, on va passer sur le volet quantitatif. On va essayer de faire rapide aussi. On voit qu'en termes de revenus, on l'a vu, la crise de 2015 avec point d'orgue, le Covid en 2020, avec le problème de digitalisation, on le voit dans le chiffre d'affaires. Par contre, on voit aussi qu'il y a une très belle croissance depuis 2021. On a une croissance du CA, on peut aller la voir. Depuis même, hop, les plus bas après Covid, on a une croissance en CAGR de 22% sur le chiffre d'affaires, c'est magnifique. On a pareil, hein, les bénéfices qui étaient totalement en chute libre avec le problème dû à la digitalisation, je vais y arriver un jour.
Là, pareil, on est sur du 17 000% de croix. Oui, bah, après, on est parti de zéro en même temps. Mais on est sur du 40% de CAGR en termes de bénéfices. Donc, on a une marque qui n'arrête pas de croître, alors qu'on est sur un ralentissement du luxe en Asie depuis fin 2024. Vous allez voir les chiffres d'LVMH, les chiffres de Kering. C'est très flagrant sur le CA et les bénéfices. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que la marque arrive à croître dans un, comment dire, dans un contexte assez compliqué. On a des free cash flow aussi très très intéressants, les free cash flow qui sont largement en augmentation. On a une petite baisse en 2023. Il y a certainement eu, on va le voir aussi, on peut le voir ici, des capex, donc peut-être des investissements dans les usines, etc. Donc ça, moi, ça ne me dérange pas en tant qu'investisseur. Je préfère qu'ils mettent leur pognon dans les usines, qui nous rebalancent tout dans des dividendes. Si ça peut augmenter l'efficacité, et on va le voir dans les marges, les amis. On va le voir dans les marges. On voit qu'on a des marges brutes qui sont passées de 62% en 2010 à 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils arrivent à avoir encore de plus en plus de marge. La marge brute, c'est tout simplement une fois que le produit est fini. Une fois que tu as acheté tout ton stock pour faire tes produits, on voit que c'est à 80% de marge brute. On voit que la marge opérationnelle aussi, une fois que tu as payé tous tes ouvriers, toute ton électricité, etc., toutes tes charges, tu arrives aussi à avoir une belle marge opérationnelle qui augmente. Depuis la restructuration, depuis 2020, on voit qu'on a une marge OP qui est vraiment en train de monter en flèche. Pareil pour la marge nette, on n'était qu'à 9% en 2021, on est à 15%. Et on voit qu'on est sur une belle trajectoire ascendante. Donc à surveiller aussi, très bien. On a un ROIC de 12%. C'est pas si mal en vrai sur une boîte de luxe. En termes de dépenses, on n'a pas de SBC, donc de rémunération en action pour les dirigeants. Donc ça, c'est un bon point aussi. Cash versus dette, on voit qu'on a une trésorerie de plus en plus grande et une dette qui reste correcte. On a une dette sur EBITDA 0,88, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Petit point noir, entre guillemets, c'est qu'on n'a pas de rachat d'actions. C'est un petit point noir, mais bon, à voir un petit peu ce qu'ils vont nous sortir dans les guidances. Et on a voilà, un dividende qui est pas déconnant en vrai. On a un dividende, il me semble, de 3,42%, donc franchement, mieux que Coca. Et ça leur coûte que 350 millions, donc on a un petit payout ratio par rapport au free cash flow sur 2024. À voir les chiffres de 2025, on ne les a pas encore. On voit qu'on a un WACC, le coût de moyen de financement de l'entreprise sur 10 ans à 6%. On voit qu'il est largement couvert par le ROIC sur 10 ans, mais surtout qu'on a un ROIC sur un an de 13%, de 13%, et on voit qu'on a un ROIC sur un super ROAC sur un an, pareil, de 10%. Donc c'est largement couvert, l'entreprise arrive à générer de l'argent. On a des marges des free cash flow de 17%, donc très 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 intéressant là-dessus. Et on a aussi au niveau de la santé, un dette EBITDA, etc., il n'y a pas du tout de problème, les amis. Et on a en plus une estimation future du chiffre d'affaires à 13% de croissance. Le seul petit point noir, c'est la prédictibilité du CA. Bah voilà, ça reste du cyclique, ça reste, comment dire, du luxe et l'ultra luxe, pardon. Donc on peut avoir un petit peu de problème de cyclicité. Maintenant, pour moi, l'ultra luxe traverse bien les crises en fait, parce que les vrais riches, les gros riches, appelons-les comme ça, ceux que l'Europe veut absolument taxer, auront toujours du pognon en fait. On n'est pas sur du cadre supérieur un petit peu qui veut se faire son petit sac Louis Vuitton. Là, on est vraiment sur des produits qui coûtent très cher, et on le voit notamment grâce aux marges qui augmentent. Donc ça, c'est très intéressant là-dessus. Bon, les dividendes, on s'en fiche un petit peu. Moi, ce que je voulais regarder un petit peu aussi, c'était en termes de valorisation. On voit qu'on est coté en dollars de Hong Kong. On a aussi une possibilité de l'acheter en Europe. Je crois qu'elle est cotée à la bourse de Francfort. Je vous montrerai ça après. Donc moi, on va repasser un petit peu à ma conclusion, les amis. Et enfin, avant de passer à la conclusion, on va quand même regarder un petit peu ce que fait Kering. Parce que Kering, je vois beaucoup de gens qui s'interrogent sur Kering, etc. La boîte très intéressante, patati patata. Moi, sur Kering, on peut aller voir un petit peu le cours de l'action. Bah, attendez, le cours de l'action, c'est terrible, hein. On a un cours de l'action qui était à 600 balles en 2021. C'est passé à 158 euros. Et là, on est parti sur du 280. On a des revenus vraiment pas faramineux, quoi. Ça monte un petit peu quand même, hein. On est passé de 10 milliards à 20 milliards, c'est pas déconnant. On a surtout une belle décroissance depuis 2022. Et surtout en termes de bénéfices, on est sur du 1 milliard 1 pour Kering en 2024, alors qu'on a 17 milliards de revenus. Hop, on va aller voir mon petit Prada. On a 800 millions de bénéfices pour du 5 milliards de revenus. Donc Prada fait plus de 3 fois moins de revenus que Kering, et pourtant, ils ont
ils ont quoi 300 millions de revenus, de bénéfices en moins. On voit que c'est grâce aux marges nettes, bien évidemment. On voit que c'est une. Pour moi, on voit que Kering ne fait pas du luxe, n'arrive pas à augmenter ses marges. Et on peut le voir ici, hein. Les marges nettes de Kering sont terribles. Alors que, hop, 7% de marge nette, on voit que ça a été divisé par 2, hein, même plus que par 2 depuis 2021. Alors que sur une boîte de luxe, normalement, si tu fais du luxe, bah, tu es censé pouvoir augmenter tes marges parce que tu vends ça à des personnes qui sont incroyablement riches, avec une dette sur EBITDA énorme, et surtout, la valorisation, les amis. C'est valorisé, et on va y revenir sur Prada, mais c'est valorisé actuellement à 48 fois les bénéfices de l'entreprise. Tu achètes du Kering pour 48 années de bénéfices de l'action. C'est de l'entreprise. C'est n'importe quoi. On est sur du 47. On a eu un petit point bas à 16-17 en 2025, mais voilà. Pour moi, Kering, ça vaut 100 et quelques euros, quoi. Pour une croissance à un multiple final de 20, je pense pas que ça aille chercher bien au-dessus. Une croissance des bénéfices par action, à voir s'ils arrivent à les faire croître. Alors qu'on va les voir, hein. Prada, c'est la force pour moi du titre, c'est pour ça qu'il m'a intéressé, c'est que tu es sur un PE de 13. Et c'est même pas moi qui l'ai trouvé, cette marque, hein. C'est un commentaire dans mes vidéos qui m'a parlé de Prada. Il me dit, j'ai fait une vidéo sur LVMH en me disant, bah regarde un petit peu du côté de Prada. Je connaissais la marque de nom, je connaissais pas du tout l'entreprise. Et on a un PE de 13. Donc tu achètes Prada quasiment au même prix que tu achètes la société Ricard actuellement. Sauf que la société Ricard fait pas de croissance. Là, on a une croissance, on le voit, qui est quand même folle sur Miu Miu. Versace qui arrive. On a aussi Prada qui fait du 4-5% de croissance, qui augmente ses marges, etc. tranquillement. T'achètes ça à un PE de 13. Moi, je me dis, justement, là, on va passer un petit peu dans la conclusion. Hop, on va aller la voir ici. La conclusion, c'est quoi? C'est que moi, je passe et hop, et je vais vous montrer directement, je passe pardon, à l'achat vers les 43-45 dollars hongkongais max. Elle sera dans ma poche value du CTO. Et j'ai fait deux petites estimations avec 6% de croissance des free cash flow, avec un multiple final de 16, et des 6% de croissance des bénéfices par action. J'ai mis free cash flow, mais je me suis trompé. C'est des BPA. Hop, des BPA et un multiple final de 16, donc je suis quand même conservateur, 5% de free cash flow et un multiple final de 16 aussi. Et voilà, donc j'ai fait mon petit tableau avec des projections basées sur une croissance annuelle de 6% du CA, une marge nette de 15,30, et j'arrive avec mon chiffre d'affaires, mes BPA par action, et on a un CAGR des BPA de 6%. Et on attend voilà, les résultats le 5 mars. Donc moi, je suis passé à l'action maintenant et je renforcerai peut-être le 5 mars. On va aller voir un petit peu mes estimations. Donc moi, encore une fois, je suis parti, j'ai pas du tout regardé un petit peu ce que les analystes prévoient. J'en ai rien à foutre des analystes. Moi, je suis parti sur 6% de croissance du chiffre d'affaires. On va aller le voir. Hop, sur les 3 dernières années, on est à 17%, mais sur les 5 dernières années, par contre, on est à 10. Et sur les 10 dernières années, on est à 6. Donc, en étant conservateur, je me suis dit 6% de croissance du CA, c'est pas déconnant. Pareil pour la marge. Je me suis retrouvé avec 15,30 en me disant, bon, ça a l'air d'avoir une belle petite marge de progression. On voit qu'on arrive peut-être à un plateau. Donc, je me suis dit 15,30, c'est pas déconnant sur 5 ans en CAGR. Donc une fois que j'ai mes revenus, une fois que j'ai mes marges, je trouve mes bénéfices. Une fois que j'ai mes bénéfices, je calcule mes actions en circulation. Il n'y aura pas de rachat. J'estime que l'entreprise ne nous a pas dit qu'il y aurait de rachat, donc j'en calcule pas. Et j'ai mes bénéfices par action, tout simplement. Et c'est en croissance de 6% en étant conservateur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bénéfices par action, croissance estimée, hop, 6%. Un multiple final de 16. On peut aller voir le PE historique, hein. On voit qu'on a une médiane de 28. Donc je me dis 16 de PE dans 5 ans, c'est pas être hyper optimiste. Donc je me dis franchement que je me laisse une belle marge de sécurité en me mettant 16 de PE. Ça nous ferait un prêt juste autour de 43 dollars hongkongais, un rendement estimé de 12% par an et une marge de sécurité de 3%. Sachant que si jamais le multiple final arrivait à 18, soyons gentils, on a quand même une marge de 14%, un rendement de 15% par an et un prix juste dans 5 ans de 48 dollars hongkongais avec des dividendes quand même assez sympas. Donc voilà. Moi, je trouve que l'entreprise est hyper sympa à avoir en portefeuille. Ça rentrerait dans la poche value du portefeuille. Et ça rentrerait surtout avec Ferrari un peu dans la poche défensive value
avec des entreprises de luxe à très bon prix, hein. Je ne change pas mon fusil d'épaule. J'achète des entreprises, des belles entreprises, mais à des prix pour moi intéressants, à des prix en tout cas qui méritent quand même une attention, parce que 13 de PE pour une boîte comme ça, je vois pas trop où est le risque. On a une croissance dans tous les segments. On a quand même une boîte qui arrive à se maintenir. On a un CEO qui est hyper fort, qui est arrivé depuis 2023, qui a géré Xilor Luxottica, Luxottica, pardon, et qui a créé vraiment une machine de guerre. Donc c'est pour moi très intéressant en termes comment dire, d'analyse. Donc vous pourrez retrouver tout ça, pareil, en description de la vidéo. Voilà mon petit graphique. On ira voir si par rapport à ce que moi j'avais trouvé pour 2025, on ira voir si c'est un petit peu, si ça s'est avéré vrai, avec les 879 millions de bénéfices. À voir un petit peu ce que ça va donner. Moi, hop, je vous le dis, j'ai passé un ordre d'achat sur Prada, donc je l'ai fait en euros. Pourquoi? On peut la prendre en euros, donc je vais la faire en euros. Il n'y aura pas de problème de toute manière. On sera toujours, comment dire, on sera toujours coté entre guillemets en dollars hongkongais, parce qu'en fait c'est juste la réplication comment ça s'appelle, de la cotation à Hong Kong. Donc elle est en euros, donc c'est un petit peu plus simple, mais pour la déclaration de dividendes, etc. Moi j'ai fait un achat aux alentours de 900 euros. Hop, on va aller voir, et je l'achète actuellement. Ah mince, il faut tout que je refasse là. Hop, on va le refaire ici. On va aller voir directement à combien elle cote. Dollars. Et je pense qu'on la paye un petit peu moins cher en plus que ce que j'avais prévu. Donc 4. Mince, non. Si je l'achète à ce prix-là, je me fais avoir, je crois, hein. Donc 4,48 en Europe, dollars hongkongais converti. Hop, ça nous fait du 41 dollars hongkongais. Et dans ma thèse, moi j'étais parti sur un 43,45 max. On peut le voir ici. On aurait un prix juste autour de 48 avec un multiple final de 16. Avec, hop, on va repasser sur les bénéfices par action. Mais on voit que même en termes de free cash flow par action, on est largement bon. On voit qu'on aura un prix juste autour de 41. Donc je me dis, on est pile dans mon prix juste. On a comment dire, ah oui, mais attendez, là, je me suis trompé. Hop, 6% de croissance. Parce que je ne comprenais pas là qu'on n'avait pas de marge de sécurité. On a un rendement de plus de 12%, une marge de sécurité de 3%. Moi, je passe à l'achat. Donc, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos si le travail vous plaît aussi. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à la partager cette vidéo sur vos réseaux pour faire croître la chaîne. C'était Logic Invest. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.